CMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix à Montmagny sur le boulevard Taché, également votre Uniprix Santé sur l'avenue de la Fabrique. On est avec notre pharmacien Daniel Lachance. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, aujourd'hui on va parler d'un sujet dont tout le monde parle. Beaucoup de monde en tout cas. Beaucoup, en tout cas, moi, j'entends beaucoup de monde en parler effectivement. L'hypertension. Ben oui. La haute pression puis la basse pression. Alors, c'est quoi de l'hypertension et quand fait-on de l'hypertension ou quand on n'en fait pas? Donc, bien, c'est sûr que l'hypertension artérielle, dans le fond, c'est une élévation, ce qu'on appelle l'hypertension essentielle. Pourquoi on appelle ça comme ça? C'est que lorsqu'on ne trouve pas de cause identifiable, parce qu'il y a des gens qui vont avoir de la pression plus élevée, une hypertension qui est secondaire à un autre problème de santé. Fait que c'est sûr que qu'on devient un diagnostic d'hypertension essentielle, qui est l'hypertension la plus fréquente. Là. La plupart des gens ont une pression élevée sans raison. La haute pression. Exactement. Sauf que, première étape, quand chez un nouveau patient hypertendu, le médecin va s'assurer qu'il n'y a pas une cause qui pourrait être primaire à son hypertension. Donc, qu'il n'y a pas quelque chose au rein, une tumeur au rein, par exemple, ou whatever. Qu'il n'y a pas rien qui explique l'hypertension. Puis une fois qu'on confirme que, dans le fond, il n'y a pas de cause identifiable, on revient à un diagnostic qu'on appelle d'hypertension artérielle. Évidemment, pour dire hypertension, ça nous prend au départ, c'est que ça nous prend des normales, une pression qu'on dit normale. La pression artérielle dite optimale, c'est chez quelqu'un en bonne santé. C'est grosso modo le fameux 120 sur 80. Toujours deux chiffres à la pression. Hein. Souvent, les gens ne savent pas pourquoi il y a deux chiffres à la pression. Donc, le premier chiffre, le plus élevé, quand on dit le 120, mettons quand on dit 120 sur 80, le 120 représente la tension systolique, ce qui veut dire la tension quand le cœur est en train de pomper. Fait que finalement, c'est la pression jusqu'à laquelle le cœur pompe, dans le fond, puis qui va offrir sur les artères. Fait que, dans le fond, le cœur va aller jusqu'à 120 mm de mercure de pression. Fait que c'est la tension quand le cœur est en action. Le plus petit chiffre, mettons, dans cet exemple-ci, le 80, c'est la tension diastolique. C'est la tension quand le cœur est au repos, donc quand le cœur est stagnant, dans le fond. Donc, c'est la pression que les artères offrent sur le cœur, dans le fond, quand il est au repos. Donc, c'est à partir de cette pression-là que la valve aortique va ouvrir. Dans le fond, c'est à partir de cette pression-là que le sang commence à sortir du cœur. Quand le cœur commence à pomper, ça veut dire qu'il faut qu'il atteigne 80 mm de mercure avant que le sang commence à sortir. C'est ça que ça veut dire. Donc, plus ce chiffre-là est élevé, par exemple, on monte à 140 sur 100, ça veut dire que le cœur, il faut qu'il atteigne 100 mm de mercure pour que le sang commence à sortir. Vous comprenez que ça le fait forcer pas mal plus, cette pression-là. Il faut qu'il force plus pour commencer à faire sortir le sang du cœur. Excusez, mon Siri qui s'est énervé. Donc, il va faire monter ma pression. Et, donc, ça a apparu tout de suite. C'est ça. Il ne semblait pas que j'avais dit le mot Siri, pourtant, en tout cas. Bref. Donc, c'est ça, il faut que le cœur force plus fort pour commencer à faire sortir le sang. Donc, ça offre une pression plus grande sur le cœur. Donc, on peut s'imaginer que ça peut faire fatiguer le cœur plus vite, puis prédisposer, par exemple, à de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est ce qui définit les deux types de pression. Pression quand le cœur est en action, pression quand le cœur n'est plus, quand le cœur est au repos, finalement. Si un chiffre est plus élevé et l'autre plus bas, donc, je ne sais pas, on dit 160, disons, chiffre normal, disons 150 sur 80, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dans par exemple, si, mettons, on est... Là, s'il y en a un qui est élevé, puis l'autre est bas. En fait, ça veut dire qu'au repos, la pression qu'offre sur les artères sur le cœur est plus basse. Puis tout ce que ça veut dire quand la pression monte vite, ça veut dire que le cœur, lui, il pompe plus fort. Pour quelle raison? Est-ce qu'on est stressé? Donc, notre cœur pompe plus fort, puis là, on fait monter notre tension artérielle, notre cœur pompe plus fort sur les artères, puis ça offre une pression plus élevée sur les artères. C'est pour ça que le stress, c'est pas bon, parce que ça fait monter la pression, ça fait pomper le cœur plus fort, et puis, dans le fond, ça fait faire une pression plus élevée sur nos artères, nos artérioles. Puis pour les reins, c'est pas bon, parce que, dans le fond, évidemment, il y a des petites artères au niveau des reins. Si on lui donne toujours une pression plus élevée, bien évidemment, les petites artérioles, les petits néphrons, les autres qui n'aiment pas ça, puis ça peut prédisposer à faire de l'insuffisance rénale, par exemple. Puis nos petites artères, si la pression monte beaucoup quand le cœur pompe ça, puis que des petites artérioles au niveau du cerveau, mais puis une ACV hémorragique, mais tu sais, des fois, quand la pression est très, très, très élevée sur ces petites artérioles-là, il y en a une qui peut éclater. Donc, c'est un peu des exemples de conséquences que l'hypertension sévère peut avoir. Mais la plupart du temps,
si on parle de crise hypertensive, la plupart du temps, l'hypertension est un tueur à long terme. En fait, dans le fond, il va faire des dommages à long terme. Pas parce qu'on a une pression à 160 aujourd'hui que c'est dangereux. Et on peut avoir une pression à 160 pendant 5-10 ans. Puis on verra pas, on le sentira pas, par exemple. C'est pour ça qu'on dit que c'est un tueur sournois, parce qu'on le sent pas. Tandis qu'une pression à 220, habituellement, les gens ne filent pas. Là, ils ont mal à la tête. C'est moins silencieux. Là, on le voit. Ouais. Souvent, c'est ce qu'on appelle une urgence hypertensive, on va la traiter. Mais souvent, c'est ça, ce qui est sournois, c'est que l'hypertension, de manière générale, une hypertension modérée, 160, 170, 180, les gens, ils ne sentent pas. Là, ils fonctionnent. On la prend, puis elle est haute. Mais dans la vie de tous les jours, les gens, ils n'ont aucune idée que leur pression est élevée. Mais ça fait des dommages. Comme je dis, ça offre une pression supplémentaire sur le cœur. Fait que le cœur peut s'hypertrophier, puis on peut développer ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Puis comme je vous disais, les reins, principalement, c'est eux qui vont écoper du plus de ces augmentations de pression-là, parce que les petits néphrons sont sensibles aux augmentations de pression, puis on peut développer de l'insuffisance rénale, qui, au bout du compte, si on devient avec une insuffisance rénale sévère, mais on parle dans des choses exceptionnelles. Ouais, ça peut aller jusqu'en dialyse, ouais. Si on a une insuffisance rénale sévère. Mais je veux dire, c'est des risques associés à l'hypertension qui perdurent pendant plusieurs années. Parce que, ceci dit, l'hypertension en soi n'est pas une maladie, sauf que si on la contrôle pas, cette hypertension-là, bien, ça prédispose à développer des maladies puis des problèmes plus ou moins sévères, tout dépendant de nos facteurs génétiques aussi, ou des autres facteurs de risque. En plus, on est fumeur, on est sédentaire, on a l'hypercholestérolémie, mais tu sais, là, c'est un package deal qui vient tout ensemble, qui vient, dans le fond, amener une augmentation du risque cardiovasculaire, du risque d'AVC et tout. Fait que c'est un des facteurs de risque parmi les autres qui est à potentiel de faire développer des problèmes cardiaques, des risques d'AVC ou des problèmes rénaux. Donc, c'est pour ça qu'on veut contrôler la tension artérielle. Pour les gens, souvent, nous, comme je dis, l'idéal, là, le 120/80, mais tu sais, quelqu'un qui est à 135, on ne le traite pas. Vous comprenez? Souvent, là, pour donner des chiffrons, puis il y a des différentes clientèles. Bon, les gens diabétiques, on est plus sévère sur nos cibles. Certains qui ont des problèmes au niveau rénal, la microalbuminurie, des choses comme ça. On va avoir des cibles qui sont plus basses de pression artérielle, mais de manière générale, la population générale, on vise en bas de 140/90. Là, dans le fond, c'est ce qu'on veut. En bas de ça, on ne traitera pas, même si on n'est pas à la pression optimale de 120/80. Dans le fond, vraiment, la majorité des gens, là, on vise en bas de 140/90. Pour les gens qui sont en haut de ça, qu'on a fait une prise de pression à la maison 24 heures, puis que sur une moyenne de 24 heures sont plus élevés que 140/90, mais tout dépendant de leur âge. Là, il y a des guides, des lignes directrices, mais de manière générale, là, on devient avec une hypertension qui est significative ou qui est clinique, puis à ce moment-là, si on a des habitudes de vie à changer, ça se pourrait que, si on est juste limite haut, le médecin va dire, écoutez, essayez de diminuer votre apport en sel, qui est vraiment un des facteurs d'alimentation qui est le pire pour faire augmenter la tension artérielle. C'est l'apport de sel, de sodium. Si les gens sont complètement sédentaires, de faire de l'activité physique va avoir un impact aussi positif. Évidemment, perte du gras abdominal pour les gens qui ont du poids. Fait que ça se pourrait là, que si on a une pression qui est un peu limite haute, mais qu'il y a des habitudes de vie qu'on peut changer, que le médecin va dire écoutez, là, on essaie de travailler sur ces habitudes de vie-là, essayez de diminuer votre consommation de sel, bouger un petit peu plus, perdre un peu de poids. Si on fume, évidemment, ça aussi, ça a un impact négatif. On aurait dû commencer avec ça. Oui, ben, c'est sûr. Là, la cigarette, souvent, c'est. Oui, ça a un impact négatif, évidemment, puis pas juste à ce niveau-là. Le cholestérol aussi? Oui, on ne va pas avoir d'impact sur l'hypertension. C'est un impact sur le risque cardiovasculaire total. Mais si on parle au niveau de l'hypertension, l'alimentation en gras ou en cholestérol ne va pas changer vraiment grand-chose au niveau de la pression, mais va augmenter notre risque cardiovasculaire. Au niveau de la pression, c'est vraiment le sel. Au niveau de l'alimentation, la sédentarité, la cigarette, trop de consommation de café aussi. Fait qu'il y a des habitudes de vie qu'on peut regarder, essayer d'améliorer, qui peut-être vont juste à elles seules, si on n'est pas trop élevé, vont être capables de juste nous rendre normaux tendus. Fait qu'à ce moment-là, si on voit le médecin, puis quand on a changé nos habitudes de vie, puis que notre pression est revenue correcte, fine, on garde ça comme ça. Ceci dit, si des fois
c'est sûr que si on a un patient qui est à 190 dans le bureau, même si on sait que même avec les habitudes de vie, on n'arrivera pas en bas de 140, là, ça se pourrait que le médecin décide de commencer à traiter tout de suite parce que là, cette pression-là, le risque est un petit peu plus élevé. Il y a le syndrome du sarreau blanc qu'on appelle. Là. Oui, qui existe pour vrai. Moi, j'ai. Oui, je souffre du syndrome du sarreau blanc. C'est qu'à chaque fois que le médecin me demande de prendre ma pression, ça me stresse. Oui. Parce qu'on veut toujours que je suis comme ça. Moi, dans le fond, on est cordonnier mal chaussé. Quand je me fais prendre ma pression dans un bureau, je suis élevé. Pourtant, de manière générale, sur 24 heures, je l'ai déjà pris. Je suis vraiment pas hyper tendu. Sauf que quand je suis dans le bureau, on dirait qu'on a peur de faire de la pression. Puis le stress fait fermer les vaisseaux sanguins. Puis la pression monte. On fait de la pression. C'est pas bon, le stress. Et, tout ça se traite, Daniel? Bien, ça se contrôle. L'hypertension ne se traite pas. Parce que, comme je vous dis, à moins que ce soit une hypertension secondaire à quelque chose, si on a une tumeur au niveau des surrénales, oui, si on traite la tumeur puis qu'on va traiter l'hypertension. Ouais. Ceci dit, comme je vous dis, la plupart des gens, c'est l'hypertension essentielle. Donc, il n'y a pas de cause identifiable. C'est des facteurs génétiques où les gens sont faits comme ça, finalement. Il y a l'âge qui est le principal facteur de risque de développer de l'hypertension. Malheureusement, on n'a pas de pilule pour l'âge encore. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est on a un gros attirail de médicaments maintenant pour contrôler l'hypertension. Si on remonte, je ne sais pas moi, il y a 40 ans, on avait 2, 3, 4 médicaments pour contrôler la pression, puis c'était ça. Puis si on les tolérait pas bien, il fallait toffer. Là. Mais aujourd'hui, écoute, on a des dizaines de molécules, des dizaines et des dizaines de molécules différentes pour contrôler l'hypertension. Donc, on a un choix, puis on a des molécules maintenant qui sont extrêmement bien tolérées, pratiquement pas d'effets secondaires. Puis qu'on peut combiner. Et ça fait quoi, ça, exactement? Ça travaille de différentes manières. Dans le fond, autant on peut avoir des médicaments qui vont aller vraiment tout simplement dilater les veines, tout simplement pour, dans le fond, que les artères, les veines offrent moins de pression sur le cœur. Autant on en a qui vont travailler au niveau de certaines hormones rénales, tout simplement pour contrôler la rétention hydrosodée, des diurétiques pour faire éliminer le sodium aussi, puis l'eau. Donc, on peut travailler à ces différents niveaux-là, des médicaments qui vont aussi travailler sur la force de contraction cardiaque ou le rythme cardiaque aussi, qui vont diminuer la pression. Donc, on a différentes familles de médicaments qui travaillent différemment. Puis c'est pour ça que des fois, les gens qui ont une hypertension qui est plus dure à contrôler peuvent avoir 2, 3, même des fois même 4 médicaments pour contrôler leur tension artérielle parce que y en a des rebelles, il y en a qu'on n'en vient pas à bout. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir besoin de plusieurs médicaments pour contrôler leur hypertension parce qu'elle est réfractaire, elle est plus difficilement contrôlable. Puis, justement, souvent, le fait d'ajouter, les gens, des fois, ils trouvent ça beaucoup, 4 médicaments pour la pression, mais la stratégie est beaucoup en hypertension d'ajouter, d'avoir 2 médicaments à petite dose plutôt qu'un médicament à grosse dose parce que souvent, c'est plus efficace. On a une synergie en différentes familles de médicaments au niveau de la tension artérielle. Puis on a moins d'effets secondaires comme ça. Parce que souvent, les effets secondaires des médicaments, on les a quand on augmente les doses parce qu'on devient moins spécifique. Donc, plus on augmente les doses d'un médicament, plus on a de risque de développer un effet secondaire pour ce médicament-là. Dans l'hypertension, étant donné qu'en plus d'avoir un effet synergique entre 2 molécules, bien, souvent, c'est qu'en les gardant à plus petite dose, on a moins d'effets secondaires. Fait que c'est plus payant. Puis d'ailleurs, il y a souvent des médicaments combinés déjà en hypertension, qu'on a déjà deux molécules dans la même pilule. Elles sont déjà faites comme ça parce que c'est souvent plus payant, plus efficace puis mieux toléré d'avoir 2 médicaments à petite dose que de monter les doses de médicaments. Donc, c'est pour ça que c'est pas rare d'avoir 2 ou 3 médicaments pour la pression. Puis ça ne veut pas dire qu'on c'est grave ou qu'on prend beaucoup de médicaments. C'est tout simplement que c'est une stratégie qu'on a de combiner des médicaments à petite dose. C'est plus efficace de cette manière-là puis mieux toléré. OK. Donc, basse pression, c'est pas mieux, là. Bien, de la basse pression, c'est un état, hein? C'est pas un chiffre. Parce qu'il y a des gens là, qui, des fois, qui ont une pression surprenamment à 100 sur 60, là, puis écoute, ils font très bien. Surtout, des fois, les sportifs, les athlètes vont avoir des pressions basses. Ils fonctionnent très bien. La basse pression va être plus, c'est si on est à 100 sur 60, puis qu'on a de l'eau dans le gaz, puis qu'on a les jambes molles, on se sent fatigué, bien là, ça, c'est des signes de basse pression pour nous. Fait que c'est plus de comment on se sent la basse pression que le chiffre en tant que tel. Donc, fait qu'il faut que ça soit symptomatique, finalement. Bon, c'est sûr que c'est rare que des gens qui ont une pression à 90 sur 50 qui ne seront pas symptomatiques. Là, on sentait qu'à un moment donné, il y a une limite. Là. À un moment donné, c'est sûr que le chiffre compte à un certain moment. Mais je veux dire, de manière générale, la basse pression, ça va être plus vraiment
vraiment un état symptomatique. Donc, on se lève trop vite, on a les jambes molles parce que notre pression chute. Est-ce que ça peut être ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique? Mais quand il y a des hypotensions au changement de mouvement, de assis ou couché à debout, là, il y a beaucoup de gens, surtout en vieillissant, qui développent ça. Fait que ça, il faut être prudent. Fait que la pression en se levant chute. Hein, ça, on le voit beaucoup chez les personnes âgées. Mais il y a des gens aussi qui ont tendance, c'est très rare, la basse pression symptomatique dans un ciel bleu. Là. Souvent, c'est secondaire à des médicaments. Mais il y en a des gens là, qui ont de l'hypotension puis de la basse pression symptomatique et puis qu'on doit des fois donner même des capsules de sel pour garder la pression plus haute. Eux autres, c'est l'inverse. On les bourre de sel là, parce que autres. Mais c'est très rare. C'est quand même beaucoup plus rare que l'hypertension. Très intéressant. Merci beaucoup, Daniel. Alors, ben, ça complète notre chronique. Si vous avez besoin d'informations, 248-5595, pardon, 248-5595 pour parler à Daniel ou encore à son équipe, ici, au 5 boulevard Taché-Ouest ou encore chez Uniprix Santé sur l'avenue de la Fabrique, qui vous présente cette chronique santé. Voilà, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci.